Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Comité national olympique et sportif béninois a dévoilé ce mercredi son programme d'activité pour le compte de l'année 2019. Plus de détails dans cette émission. Le bilan de la 13e journée de la Ligue 2 de football du Bénin ainsi que du 14e acte de la Ligue 1 avec notamment ce fait insolite qui s'est produit à Zapota lors du match Dynamo d'Abomey, Buff FC du Borgo. Des joueurs et membres de l'encadrement technique du club paraquois ont escaladé le mur pour échapper aux supposés gris-gris de leurs adversaires. La CAN U20 Niger 2019 et déjà le Sénégal qui s'est qualifié pour les demi-finales. Nous en parlerons dans cette émission. Avec moi en plateau pour décrypter, analyser les différentes actualités du sport au Bénin et en Afrique, René José Sagbo. Bonjour René. Bonjour Larios et bonjour aux amis téléspectateurs. Nous avons un invité pas comme les autres sur ce plateau. Il est journaliste sportif et secrétaire général du Comité national olympique du Bénin. Bonjour Fernando Jessou. Bonjour Larios, amis auditeurs, amis téléspectateurs. Je ne sais pas si vous combinez la télévision et la radio. De toutes les façons, il y a du son et il y a des images. Je leur dis bonjour et merci de nous suivre. Merci à vous également d'avoir accepté et une fois encore décrypter l'actualité sportive au plan national et à l'étranger avec nous. Et sans tarder, nous allons commencer avec la 14e journée de la Ligue 1 du football du Bénin qui s'est déroulée le week-end écoulé. Et ce 14e acte du championnat national de première division a offert au public un duel entre les frères Didavi sur la terre de leurs origines à Poubert. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Suivez ce compte rendu. La rencontre entre la jeunesse sportive de Poubert JSP et Esaïe Football Club à l'occasion de la 14e journée de la Ligue 1 a été à l'image d'un vrai derby. Ce match a mis aux prises deux équipes présidées par deux frères, Bruno Arthur Didavi et Quentin Didavi, sur la terre de leurs origines. Faites de ce match-là un match spécial pour moi. Je veux que vous jouiez pour moi. Parce que j'ai dit à mon grand frère, Dieu merci, il n'est pas là. Il est à Niamey, en mission de la CAF. J'ai dit à mon grand frère que je suis né ici, je vais lui montrer que je devais le faire ici. Vraiment, bonne chance à vous. Après ces mots d'encouragement suivis de quelques conseils en bon connaisseur de la pelouse du stade Jean-Pierre Gascon de Poubert, les poulains du président Quentin Didavi ont livré un combat d'hommes. Au terme d'un match intense, ils ont courbé l'échine 1-2. Les jeunes sportifs de Poubert les ont cueillis à froid à la 10e minute de jeu sur un pénalty transformé par Mandjid Sourakatou. Plus réaliste, il double la mise peu après l'heure de jeu grâce à Farid Edou. Marcel Dandinou et ses coéquipiers réduisent le score à la 83e minute. Ferdinand Osei transforme le second pénalty du match et porte son compteur à 5 réalisations. Le meilleur buteur d'Esaïe FC manque par deux fois de rétablir la parité pour les siens dans les arrêts de jeu. C'est vraiment Dieu pour nous, vraiment Dieu, parce que vu le classement, nous sommes très bas et nous avons décidé de venir jouer ce match pour gagner. Mais nous n'avons pas l'habitude de nous entraîner sur le terrain. Donc le terrain a beaucoup joué sur nous. Donc je pense que prochainement, nous n'allons plus revenir ici. Ils vont venir là-bas et puis on va jouer. Mais avec le travail du coach, on va essayer de travailler dur pour quitter la zone dans laquelle nous sommes. Merci. Avec cette défaite, le club universitaire redescend dans la zone rouge, 17e au classement désormais. L'entraîneur Richard Bior préfère retenir le comportement positif de ses joueurs malgré la qualité de la pelouse et garde tout de même espoir pour la suite du championnat. Sur l'ensemble du match d'aujourd'hui, nous avions perdu mais le contenu n'était pas mauvais. Il faut reconnaître aussi que nous jouons à l'extérieur sur les installations d'un adversaire qui maîtrise mieux ce terrain que nous. Nous n'avons pas l'habitude de jouer sur ce terrain. Donc c'est un aspect qui a été défavorable pour nous.
Et par la suite, vous devez le comprendre, dans ce championnat, les équipes qui ont leur propre terrain vont avec un avantage. Ça, je suis certain. Il faut que je vous dise, c'est une vérité, on ne peut pas la contourner. Son homologue de la jeunesse sportive de Pobert JSP, Jonas Naon, revient pour sa part sur ses choix tactiques au cours de la rencontre. Vous savez, Faisal était fatigué, c'est un jeune joueur, il ne faut pas l'utiliser en désordre. C'est un joueur que je réserve beaucoup. J'ai changé mon système de jeu, vous devez comprendre. J'étais passé de 4-4-2 en 4-3-3. C'est ça qui a fait que Faisal était sorti et il était aussi fatigué. Lors de la prochaine journée, Esaü FC va se déplacer à Misrete ou à Porto Novo pour affronter Avranches Omnisport victorieux de l'USS Kraké 2-0 lors de cette 14e journée. Alors que la JSP sera hôte de l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC à René Pleven. Nous pouvons dire que le droit d'aînesse a été respecté lors de cette rencontre entre Esaü FC et la jeunesse sportive de Pobert. Le grand frère Bruno Arthur Didavi a battu son frère cadet Quentin Didavi 2-1 et Fernando Ressou. Bon ben moi je ne saurais raisonner en ces termes. Sur le terrain, il n'y a pas de droit d'aînesse qui tienne. C'est vrai que il y a des catégorisations. C'est-à-dire les seniors jouent entre les seniors, les juniors jouent entre les juniors, les cadets jouent entre les cadets, les minimes jouent entre les minimes, etc., etc. Mais lorsque vous êtes dans la même catégorie, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la performance qui compte. Peut-être qu'en parlant de droit d'aînesse ici, la jeunesse sportive de Pobert existe bien avant la création de Esaü Football Club. Donc par rapport à ça, je peux accepter qu'on parle de droit d'aînesse. Ce qui est sûr, l'équipe qui a fait preuve de plus de réalisme l'a emporté et c'est ça que je retiens particulièrement. René Sagbo, Esaü qui est en course pour le maintien dans l'élite du football béninoise, mais c'est encore a laissé encore des points. Ben oui, comme je le disais la semaine passée, c'est un match vraiment difficile pour l'équipe chère au président de l'Esaü. Je veux parler de M. Clément Adéchian, puisque du côté de la JSP, cette équipe n'a pas perdu à domicile depuis l'entame de cette compétition. Donc, il fallait faire très attention. Et on a vu, ils ont réédité l'exploit à domicile à nouveau, 2-1. Ce qui lui a permis de gagner une place au classement parce qu'il passe de la 6e à la 5e place. Et je pense que pour Esaü, maintenant, il va falloir revoir les choses et ne plus sombrer puisque Esaü perd 2 places et maintenant se retrouve à la 17e place. Pas très confortable pour cette équipe. Il va falloir vite trouver la thérapie pour quitter cette zone. Si bien sûr, cette équipe voudrait jouer au maintien parce que ça devient de plus en plus difficile. Et hier, déjà, le groupe, l'effectif de Esaü FC s'est retrouvé avec 7 dirigeants à la naisse du siège du groupe Esaü à Papa pour parler justement des solutions à trouver pour sortir des trous du classement de la Ligue 1 de football du Bénin. Mais les adversaires, les futurs adversaires de Esaü Avranches Omnisport et leur coach, l'international, l'ex-international béninois Rachat Sitou, ont réalisé l'une des belles opérations de cette 14e journée. Rachat Sitou et ses poulains ont battu USS Kraké, l'Union sportive de Sémé-Kraké, sur ses installations 2-0. Suivons les impressions de Rachat Sitou à la fin de la rencontre. C'est vrai que gagner à Kraké, c'est difficile parce que quand on remonte dans l'histoire, Avranches n'a jamais gagné ici. Donc ce n'est qu'aujourd'hui que nous l'avons fait, c'est vrai. Mais le crédit, ce n'est pas à moi, c'est pour les joueurs parce que d'ailleurs nous sortons d'une situation difficile aussi parce qu'on a perdu coup sur coup 2 matchs. Donc nous sommes venus ici dans l'optique de faire un bon résultat et nous avons mis une stratégie tactique en place pour pouvoir avoir gain de cause. Et je pense qu'avec le résultat du match, nous avons gagné
Donc ça veut dire que la stratégie a payé. J'ai vu quelques matchs de craquer et je sais qu'ils ont quelques lourdeurs en défense et les latéraux adverses qui montent beaucoup. Donc j'ai mis une situation de contre-attaque en place et puis mon équipe a joué un peu bas aujourd'hui, d'où vous pouvez constater dans la possession de balle, je crois que c'est pour craquer, mais je sais bien ce que je suis venu faire ici et je pense que les 2 buts sont venus sur contre-attaque et donc c'est bon. Cette satisfaction de Rachad Chitou est contrastée avec la déception de son homologue de l'Union sportive de Sémécraké, Victor Salvador, qui ici semble déjà être sous pression. Suivez-le. Je viens de mettre en place un système de match, et le jour, il vient. Le travail, il viendra. Mais ça a besoin un peu de patience parce que le joueur nous a ici de bons joueurs, mais il a ici des manquements dans l'équipe. Nous avons besoin ici 3 à 4 joueurs pour faire une bonne équipe. À partir d'ici, tout le monde peut me critiquer. Juste au moment, je pense que vous êtes là pour regarder. Nous avons fait de bons matchs, mais nous ne marquons pas de bouche. C'est pas moi qui fais cette équipe. Je rencontre une équipe déjà formée. N'est pas une équipe à mon image. Vous regrettez d'avoir pris USS Craké? Comment? Vous regrettez d'avoir pris USS Craké? Non, je suis là. Le président, c'est lui qui demande, c'est pas moi. S'il est d'accord, je continue. S'il n'est pas d'accord, je vais rentrer chez moi. Ça n'est pas un problème. J'ai une mission, je vais vous expliquer. J'ai une mission ici dans l'Afrique. Parce que j'ai des autres propositions pour aller entraîner. Mais j'ai une mission ici en Afrique. C'est aider le football africain. C'est ça. Parce que même le salaire n'est pas trop. N'est pas à cause d'argent que je suis ici. Je suis ici pour aider les clubs et les joueurs à grandir. C'est ça mon objectif, et gagner des titres avec le club que moi entraîne. Dans cette façon, c'est craquer. Je vais donner tout pour craquer. Fernando Resso, le stade de Saint-Louis Stadium est réputé pour être difficile pour les différentes équipes qui vont jouer là-bas, mais AO, Avranches Omnisport, a réussi le hold-up parfait le dimanche dernier. Moi, je ne saurais parler de hold-up. Et jusque-là, c'est vrai, l'Union sportive de Sémécraké a eu quelques réussites sur son terrain. Est-ce que c'est le fait du hasard ou c'est autre chose? Je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr, ils ont une belle pelouse. Ils ont une belle pelouse, ça veut dire que les équipes qui leur rendent visite doivent se retrouver dans une belle situation. S'ils ne perdent pas, c'est parce qu'ils s'appliquent. C'est parce qu'ils font jouer à fond le rôle du 12e homme. C'est extrêmement important. Mais en dehors de ça, je ne pense pas que ce soit une citadelle aussi imprenable que ça. Le résultat est là. Ils ont été battus, dominés. C'est 2-0. Hein. Ce n'est pas 1-0. Et quand on te bat 2-0, que ce soit chez toi ou ailleurs, c'est que franchement, tu n'as pas trouvé de solution. Et cet entraîneur-là, je l'ai observé à Zakuta quand il jouait contre l'équipe de Dynamo d'Abomey. J'ai constaté qu'il ne connaît absolument rien des réalités du football africain en général et du football béninois en particulier. Mais par contre, dans l'extrait que nous avons suivi, il prétend aider le football africain. Il n'apporte rien. Pourquoi? Le football, c'est quoi? Vous prenez le ballon, vous faites circuler le ballon. Ça, là, on peut le faire dans la cour de récréation. À tout moment, on peut s'amuser à le faire. Mais lorsque, en face de toi, tu as des adversaires que tu harcèles, que tu pressures, qui te résistent, mais dès qu'ils te prennent le ballon, c'est pas en avant tous. C'est-à-dire, les gens prennent le ballon, c'est direction droit devant. Et tes joueurs n'arrivent plus à se retrouver. Ils perdent le nord parce que l'adversaire écarte à gauche, écarte à droite, renvoie le ballon au milieu, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa tête, ces Africains, ces Béninois ne savent pas jouer au ballon.
je vais leur apprendre à toi, à moi, à toi, à moi. Ouais, voilà. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il a souligné à la fin de la rencontre que les joueurs africains n'ont pas une discipline tactique encore, qu'il faut travailler ça. Il a demandé du temps pour parfaire l'équipe, parce que c'est une équipe qu'il a pris en cours de route. Je crois qu'il ne va pas terminer la saison. Ça, c'est l'intime conviction que j'ai. D'abord, c'est un monsieur, excusez-moi le terme, son comportement ne me plaît pas. Je donne un exemple. Azakuta, après que les joueurs aient fini de se saluer, que les arbitres aient appelé les deux capitaines pour faire le toast, ce monsieur, je le vois se déporter de son côté vers son adversaire du jour. Il le salue, il s'embrasse. Et je dis, mais ça c'est magnifique. Ah oui, ça c'est très bien ça. Mais à mon grand étonnement, il monte sur le terrain pour aller serrer les mains aux arbitres. Ah là, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il finit, il va se positionner. Et je vous dis, tout le temps, il était à 2 doigts de monter sur le terrain. Je ne dirais pas à 2 doigts. Quand ses pieds se retrouvent sur la ligne de touche, il est déjà sur le terrain. Parce que, comment dirais-je, une ligne fait partie de la surface qu'elle délimite. Donc ce monsieur, tout le temps, est resté sur le terrain. Très agité, ce n'est pas des expressions que j'aime. Très, très agité. Résultat, il a pris 1, 2, 3 buts. Et lorsque ces joueurs ont réussi à sauver l'honneur, je me suis rendu compte qu'ils ont laissé le football de Salvador et ils ont joué leur football en percussion directe. C'est ça qui leur a permis de sauver l'honneur. Mais lui n'a pas encore compris. Il dit que les Africains... Écoutez, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y avait une finale. Georges Weah jouait au PSG à l'époque. Les adversaires ont demandé à leur entraîneur qui a fini de leur dire comment est-ce qu'ils doivent se comporter face aux défis collectifs de l'adversaire et individuels de l'adversaire. Et ils ont dit, mais tu as parlé de tout le monde, mais John Weah, on le prend comment? Il dit, je ne sais pas. Carrément. Justement parce que c'est cette indiscipline tactique entre griffes des Africains qui faisait le charme du sport. Et quand je dis indiscipline tactique, ce n'est pas la même chose que le joueur qui refuse de rentrer dans un schéma de jeu qui permet à son équipe de gagner. Mais je prenais un joueur comme Abedi Ayou Pelé. Abedi Pelé va prendre le ballon sur son pied gauche, il lève la tête et constate que devant lui, il y a un paquet de joueurs à droite, mais à gauche, il n'y a que 1 ou 2 joueurs. Mais il décide d'aller là où il y a plus de joueurs. Mais ça ne se comprend pas. Mais c'est après que j'ai compris Abedi Pelé. Lorsque ses partenaires, les Chris Waddle et autres, Jean-Pierre Papin, sont rentrés dans son esprit, ils ont compris que voilà un joueur qui est prêt à se taper le sale boulot, mais à libérer des espaces pour ses partenaires. Jean-Pierre Papin l'a compris. Et voilà un joueur paresseux qui marquait beaucoup de buts. Bon, on va continuer avec René Sabo, Victor Salvador, qui a mal entamé sa mission, remonter l'équipe de l'USS Kraké dans le classement après l'éviction de son ancien entraîneur. Ben, il faut dire à ce niveau que M. Fernando n'a fait que confirmer un peu l'hypothèse que je donnais, parce que 2 défaites d'affilée, et je me disais qu'il avait ou cet entraîneur qui avait des difficultés de coaching, ou qui n'arrivait pas à se retrouver avec cette équipe de l'US Kraké. Et j'ai eu ma réponse parce que là, il faut qu'ils comprennent, on n'est pas à la tête d'une équipe en championnat pour du spectacle, mais pour la réalité. Et j'ai bien peur aux explications de M. Fernando que cet entraîneur s'enlise dans les défaites. Si ça doit continuer comme ça, et je dis, il aura le résultat escompté, c'est qu'il va vite partir parce que
Le président Magloire Oké, si les résultats ne suivent pas, sera obligé de le remercier. Je pense que là, M. Fernando a tout dit, il n'aura rien à ajouter. Il lui revient de se reprendre et de permettre maintenant à l'équipe de pouvoir jouer et bien coordonner ce qu'il faut faire pour que les résultats viennent. Parce que la prochaine sortie également, on va s'attendre à peut-être une victoire, mais s'il a une troisième défaite, comme M. Fernando l'a dit, il va faire ses valises. L'équipe qui a été surprise à domicile, c'est l'UPI ONM. L'association sportive de la vallée Omnisport est venue en conquérant au stade René Pleven et a infligé une lourde défaite aux hommes de Roger Janvier et Enama. 3-0 à la fin. Ce qui a désorienté le capitaine Arnaud Seka ainsi que son coach. Suivons leurs impressions à la fin de la rencontre. Ce match-là, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Bon, l'équipe qui a donné, l'équipe qui avait l'envie, chez moi, l'équipe qui a plus avait l'envie, c'était eux, ils avaient l'envie de gagner le match. Nous, c'est l'envie qui nous a manqué. On n'a pas voulu jouer comme on jouait les autres matchs. On n'a pas bien abordé le début du match. Bon, c'est ce qui a fait qu'on a vite pris les buts. C'est le plan tactique qui a changé. Le coach a préféré que je vienne sur le côté au moins pour apporter plus avec mon expérience, quoi, de beaucoup apporter sur le côté. J'espère que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché du tout. On va oublier ça et penser au prochain match. C'est à jouer son va-tout en première mi-temps. Il a pu marquer 3 buts par 3 balles arrêtées. Et en deuxième mi-temps, ils ont reculé, ils ont verrouillé. On a essayé de les pousser, mais jusque-là, on n'a pas pu. C'est ça le football, ça arrive. C'est les situations qui arrivent, nous allons rentrer pour mieux se préparer, pour bien aborder le match contre Dragon la semaine prochaine. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. Les situations qui sont arrivées aujourd'hui, ce n'est pas évident que ça arrive contre Dragon. Mon gardien de but a eu 2 erreurs demain et nous avons pris 2 buts. Donc il faut comprendre, c'est des choses qui arrivent. Donc nous allons nous retirer, comme j'ai dit, pour pouvoir travailler mieux et puis revenir jouer contre Dragon, essayer de prendre les 3 points. De son côté ou de leur côté, je vais dire, la jeunesse athlétique de Cotonou et Énergie FC de la SB2E se sont neutralisés 1 but partout sur les mêmes installations de Cotonou 2. Et il faut dire que ces deux équipes souffrent d'une même pathologie. Les entraîneurs s'en expliquent. Fernando Ressou, vous avez évoqué tout à l'heure que dominer sans pouvoir faire la différence, que ce n'est pas ça le football réellement. Et justement, Mathias Deguenon et Grégoire Azoïne l'ont compris parce que leurs deux équipes souffrent de manque d'efficacité devant les buts. Vous savez, lorsqu'on joue sans objectif, on peut jouer par exemple comme l'Escraquet le fait maintenant. Et je crois que, si j'ai bonne mémoire, on m'a dit que ce sont les supporters qui ont demandé le départ de Bruno Goudjo Adoula. Je parle des joueurs de Craquet. Alors, je pense qu'ils suivent ce qui se passe actuellement avec leur Yovo. Parce qu'ils ont voulu faire sensation, etc., etc. Mais quand je revois le film du match de Zakuta, parce que, j'avoue, hein, après 15-20 minutes de jeu, 30 minutes même, j'étais séduit par la circulation de balles des joueurs de Craquet. Franchement, la possession de balles, j'étais séduit, j'ai dit, mais ça c'est magnifique ça. Mais je peux vous assurer qu'après 30 minutes de jeu, je me lassais de les voir jouer comme ils le faisaient. Mais parce qu'il n'y avait pas de percussion. Donc l'impression que j'avais en disant qu'ils dominaient leurs adversaires, parce que je regarde l'équipe de Dynamo d'Abomey,
il y avait une grande sérénité. J'ai dit, mais ce n'est pas une équipe qui est dominée, ça. Ce n'est pas du tout une équipe qui est dominée. Or, chaque fois que Dynamo prend le ballon, avec un joueur qui n'a même pas 1m70, 1m60, 65, le bilan là, waouh, mais c'est pas possible. À lui seul, il déstabilisait toute la défense. Mais c'est ça. Vous comprenez? Et pour cela, je dis, nos entraîneurs, bon, c'est vrai, ils font des choses, mais le fait que les joueurs ne soient pas réceptifs sur le terrain, je me pose des questions. Moi, personnellement, j'ai eu pitié de Enama la dernière fois parce que je l'ai pris en direct. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs qui sont déjà menés? 3 buts à 0. 3 buts à 0 en première mi-temps. Mais il m'a dit ce qu'il leur a dit. Et je l'ai entendu parler parce qu'il a injecté 2 joueurs dans le match à l'entame de la deuxième partie. Mais la première balle que ces joueurs ont eue, ils étaient capables, dès la première minute de la deuxième mi-temps, de réduire le score. Ils ne l'ont pas fait. Le joueur a tapé un beau sprint sur une très belle balle qui pouvait lui permettre d'aller dans la surface de réparation de l'adversaire. Mais je n'ai pas compris pourquoi ce joueur-là s'est permis de ralentir sa course. Résultat, le ballon lui a échappé, l'adversaire était tout heureux d'aller récupérer et de remettre là, au point des sillas. Voyez-vous? Donc c'est ça le problème. Et il faut que nos joueurs, que nos entraîneurs, en dehors des dispositions techniques mises en place, des dispositions tactiques mises en place, il faut travailler le mental. Le mental, il n'y a pas une séance d'apprentissage du mental. Et justement... Même dans la mise en place des aspects techniques, des schémas tactiques, le travail du mental est encore là. C'est partout. L'entraîneur de la SVO l'a évoqué à vos micros également et à nos reporters. Il a parlé du travail du mental des joueurs du championnat béninois du football. Je crois que sur le plan psychologique, il faut qu'on travaille beaucoup avec nos joueurs. D'ailleurs, pour l'ensemble des joueurs du championnat béninois, là, ce secteur-là, il faut qu'on travaille beaucoup pour que nos joueurs soient forts mentalement afin de finir très fort leur match respectif. Ce mental dont parle l'entraîneur Ibrahim Da Silva fait défaut aux protégés de Jonas Bidé et à Soleil FC d'Akpakpa. Soleil FC d'Akpakpa qui a aligné sa 8e défaite consécutive en ouverture de cette 14e journée le vendredi face à l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo. Défaite 1 but contre 4. Et voici le coup de gueule du capitaine béninois Kouhoedo. On a toujours l'objectif pour gagner. Mais à voir ce qui se passe dans l'équipe, les conditions et tout qui compliquent le jeu, disons. La base a été mal construite, c'est pourquoi on enregistre toutes ces défaites-là. Le recrutement a été mal fait parce qu'au départ, on avait un bon nombre qui jouaient ensemble depuis la saison dernière. Et puis, pour cette saison, on s'était regroupé à aller voir le coach et le président pour nos doléances. Et ça n'a pas été du tout correct. Et voilà, beaucoup ont décidé, ils sont partis, je suis le seul. Et avec Oseni Ainde, le capitaine, on est resté, malgré tout, parce qu'on sait que ce n'est pas à cause de l'argent, à cause de tes miettes qu'on est là. Mais compte tenu de tout, le recrutement a été fait en dernière position, à 1 semaine ou 2 semaines du championnat. Ce qui a enregistré les autres joueurs qui ont été délaissés par d'autres clubs. Et voilà ce que ça a donné. Donc, le coach a toujours dit on n'enregistre que des petits joueurs. Mais il y a des choses qui se passent dans l'équipe. On est payé, mais d'une manière ou d'une autre. Pas quinzaine. Des fois, c'est pas quinzaine. Deux fois, un joueur a 50 000, par exemple, et on lui donne la moitié 2 fois dans le mois. Et comment? C'est un peu compliqué pour le joueur. Et voilà, donc, le coach a toujours dit nous sommes des petits joueurs. Mais d'oublier que c'est lui-même qui l'a enrichi. C'est lui-même qui a pris ces petits joueurs. Donc,
c'est compliqué pour nous tous. On ne peut pas dire qu'on est content pour tout ça. René Sabo, une préparation mal effectuée et résultat, depuis la 7e journée, Soleil FC aligne défaite sur défaite. Ben oui, c'est vraiment dommage pour cette équipe. Mais souvenez-vous, nous l'avons toujours évoqué ici, Jonathan Bidé le dit toujours, il a eu des problèmes au niveau de recrutement de cette équipe et il a dit qu'il attend que le mercato pour refaire un autre recrutement après que les autres équipes aient fini leur recrutement. C'est là encore le danger. Et là, si déjà il s'exprime comme ça, ça veut dire qu'on risque l'enlisement au niveau de cette équipe, qui est déjà avant-dernière, 18e. Et il a de quoi s'inquiéter pour la descente, parce que est-ce que durant le mercato, il aura le temps de pouvoir recruter les joueurs tels qu'il le désire, puisqu'il dit déjà que faute de moyens, il va attendre que les autres équipes finissent de recruter avant de faire son recrutement. C'est un peu dangereux, ben on attend de voir ce que ça va donner la suite. Et visiblement, le fait qu'il qualifie ces joueurs de petits joueurs, le capitaine l'a évoqué, cela n'est pas de son goût. C'est lui-même qui a effectué ces recrutements. Et pourquoi il va les qualifier de petits joueurs? Le capitaine Benoît Couroedo l'a exprimé clairement, Fernando Ressou, et Soleil qui, après 3 journées, jouait les premiers rôles dans ce championnat et qui est tombé depuis la victoire face à Dynamo d'Abomey, 3-0, stade René Pleven, n'arrive plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne peux pas dire d'office que c'est un problème de préparation que Soleil avait. Dynamo, qui a été battu par Soleil, 3-0, se trouve dans quelle position aujourd'hui? Et à l'entame de cette émission, vous avez évoqué un fait insolite. On va revenir si les leaders en sont venus à faire de l'escalade, c'est aussi du sport, hein, je vous le rappelle, à faire de l'escalade pour aller affronter Dynamo, vous voyez, cette équipe est sur une pente ascendante. Et ceux qui se retrouvent sur une pente descendante doivent se poser des questions. Bidé, je ne le comprends pas. Il a l'un des meilleurs gardiens de but du championnat. Je l'ai vu sortir ce garçon, ou du moins je l'ai vu mettre ce garçon sur le banc à un moment donné à cause des défaites. C'est la preuve qu'il ne sait pas lire, qu'il m'en excuse. Les défaites, les causes des défaites de son équipe. Et quand il a mis Abiola Kachon sur le banc, il a été obligé d'opérer un changement et de sortir le gardien réserve et de le remettre, et de remettre Abiola. C'est pas un gâchis ça? C'est pas un gâchis ça? Et lui-même, lui-même il est gardien de but. Mais il faut dire regardez le nombre de balles que Abiola Kachon sauve par match. Et comme tout gardien, tout bon gardien, Abiola Kachon a ses défauts, ses sorties hasardeuses. Et on l'a vu lors d'une rencontre où lui-même, il était tout abattu après avoir encaissé ce but. Vous savez, le jeune Kachon, c'est un garçon qui sur le terrain est très engagé. De sa position, il lit les actions des adversaires, mais il est désolé de constater la nonchalance de ses partenaires. Surtout en défense. Surtout en défense. Dans ces conditions, vous voulez que le gardien fasse quoi? Mais quand il fait des sorties pour aller anticiper et qu'il récupère les balles là, on ne met pas l'accent là-dessus. C'est ça le problème. Parce que c'est un tout, hein, le football, c'est un jeu collectif. Et si chacun joue sa partition, lorsque le gardien de but se trouve, qu'est-ce que les autres joueurs doivent faire? J'ai dit, c'est un jeu collectif. Et dans les jeux collectifs, il y a ce que l'on appelle la couverture défensive. Et si vous n'avez pas ce réflexe de couverture défensive, que ce soit au handball ou au football, vous avez tout faux.
Ok, Soleil a donc tout faux, surtout que le club cher à l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, tenait son adversaire du jour un but partout à la fin de la première période. Et nous allons découvrir les autres résultats, quelques résultats avec vous, René Joïsago. En termes de résultats, il faut dire que du côté de l'Okosa, Tonnerre est venu à bout de l'ASPAC, 2-0. Du côté de Djougou, on a enregistré le forfait de l'AS Police qui n'a pas fait le déplacement. Du coup, Panthère engrange 3 points et se retrouve à la 2e place. Du côté de Porto Novo, les Dragons sont venus à bout de Béquet, une bouffée d'oxygène, 1-0. Du côté de Zapota, nous avons eu ce nul 0 but partout entre Dynamo d'Abomey et Buffle. Il faut dire simplement que Jacques et Énergie se sont séparés par le score nul de 1 but partout. Et vous l'avez mentionné, le match nul vierge de 0 but partout entre Dynamo d'Abomey et Soleil et Buff FC, le leader au classement à Zapota le week-end écoulé, n'a pas permis seulement aux hommes de Bruno Goudio Adoula de maintenir leur série d'invincibilité de 13 matchs joués, 8 victoires et 5 matchs nuls lors de cette saison. Ils ont offert un spectacle aux férus du football dans le zoo en escaladant le mur pour échapper aux gris-gris de leurs adversaires parce que des potions magiques auraient été versées au portail et si jamais ils prenaient par là, c'est la défaite assurée. Fernando Rezo. Est-ce qu'on peut refuser à quelqu'un de croire en quelque chose? Je ne le pense pas. Ce qui est sûr, c'est que si les Buffles en sont arrivés à escalader, c'est qu'ils ont été informés de la mésaventure de l'Union sportive de Sémé-Craqué une semaine plus tôt. Et quand moi je parle de mésaventure, ce n'est pas le gris-gris qui a joué à Zakota, puisque j'ai été témoin de cette rencontre. Dynamo, les joueurs de Dynamo jouent avec une sérénité déconcertante. Voilà des joueurs qui sont dominés entre griffes parce que l'adversaire possède le ballon. Mais eux là, ils ne paniquent jamais. Et dès qu'ils ont le ballon, tous à l'abordage. Un jeu direct. C'est un jeu direct. Mais Biolay, il est incroyable. Il n'est pas très élancé. Donc, il n'impressionne personne. Et les adversaires ont l'impression qu'il n'y a rien à côté d'eux. Mais dès qu'il a le ballon, il a une protection fantastique. Et quand il se retourne, mais c'est une percussion. Et vous connaissez Amounique, vous avez vu la poitrine d'Amounique. Oui, oui, oui. C'est un joueur qui a cette poitrine et là, il pèse sur les défenses. Comme on le dit, il sème la zizanie. Chaque fois qu'il a le ballon. Et vous avez remarqué, cette équipe des Buffles a eu des problèmes. L'équipe qui lui a fait le plus mal dans ce championnat, c'est l'équipe de Tonnerre. Ou à Parakou. Et l'équipe de Tonnerre, c'est l'équipe de Boycon. À quelques 5-7 km d'Abomey, où joue Dynamo d'Abomey. Donc, ils ont eu peur de cette équipe de Dynamo par rapport à ce que Tonnerre leur a fait subir à Parakou et par rapport à ce que Dynamo a fabriqué entre griffes contre l'US Sémé-Craqué une semaine plus tôt. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, peut-être que ces joueurs-là, ils ont leur force ailleurs. En attendant, parce que vous êtes un expert en la matière, la préparation d'une équipe, en attendant de voir quel est l'effet du beau ou des pratiques mystiques dans le football ou sur les performances des équipes en Afrique entre griffes, René Sabo va réagir sur ce fait insolite qui s'est produit à Zapota. Fait insolite, oui, il faut
être vraiment stupéfait par ce qu'on a observé. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que et le coach et les joueurs ont su escalader. Ça veut dire qu'ils ont quand même du punch dans les pieds. Et comme qu'ils auraient dû économiser leur force pour être plus fort sur le terrain. De toute façon, pour qui connaît cette équipe de Buffles, je vous dis, ils ont de la matière, hein, parce que l'année passée, le doyen était du côté d'Abomey. Pour un tournoi, on a constaté qu'ils jouaient en même temps à Parakou. Ils finissent à Parakou, ils viennent. Ils prennent le bus. Le bus, et ils viennent encore à Abomey. Pour jouer. Pour jouer. Trois matchs en semaine. 3 matchs en semaine. Et ils ont atteint l'étape de la finale à Abomey. Ils sont repartis le lendemain. Ils ont gagné le trophée à Parakou. Mais malheureusement, ils ont perdu. Et ils sont revenus à Abomey pour jouer encore une autre finale. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'ils ont eu le temps de vraiment préparer ce championnat et ils sont en jambes. Alors, pour ce qui s'est passé à Zapota, comme l'a dit... Ah non, je croyais que vous vouliez dire René Sago, parce que votre démonstration m'a beaucoup plu. Parce que vous êtes allé tremper dans l'histoire, votre plume dans l'histoire, pour nous rappeler que l'une des rares défaites des Buffles ces derniers temps, c'est Dynamo d'Abomey qui lui a infligé ça. Du côté du stade à la finale du tournoi à Combessi dont vous étiez en train de parler. Exactement. Alors, ils sont venus la peur au ventre à Zapota. Je croyais que votre conclusion allait aboutir à ça et j'allais me mettre à applaudir sur le plateau. Mais merci d'avoir rappelé ça. C'est vrai, j'étais témoin, mais j'ai pas eu ce tic-là tout de suite. Je dis, mais comment est-ce que les Buffles, pour jouer contre Dynamo d'Abomey, vont escalader le mur? Quand même. Mais en attendant, quels sont les déterminants? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez été aux différentes formations, vous avez appris ça. Quels sont les déterminants pour une belle prestation d'une équipe collective? On va mettre l'accent juste sur une équipe collective. Vous savez, le sport, c'est le sport. Si vous voulez préparer un seul athlète pour gagner, si vous n'y mettez pas tous les ingrédients qu'il faut, vous préparez votre sauce. Vous avez acheté tous les condiments. Vous disposez de tous ces condiments. Vous ne mettez pas du sel dedans. La saveur, quelque chose va manquer à ce niveau-là. Ce qu'on appelle les déterminants de la performance sont catégorisés en 4. Je rappelle que certaines écoles parlent de 6. Non, c'est 4. Les techniciens appellent ça les qualités athlétiques. Ce n'est pas les qualités de l'athlétisme. Les qualités athlétiques, c'est en 4 catégories. 1, physique. 2, technique. 3, tactique. 4, mental. Malheureusement, c'est au niveau de cette 4e catégorie que se font tout ce que nous voyons comme amalgame. Où certains vont voir le Bokono, d'autres vont voir les Gbigbowiwe, d'autres encore vont voir les prestidigitateurs, etc., etc. Parce qu'on dit préparation psychologique. Non, la préparation psychologique, c'est un art. C'est même une science. C'est la science, par exemple, pour amener un joueur ou un athlète à gagner une compétition, mais travailler avec l'athlète, donner-lui les rudiments nécessaires sur le plan technique, sur le plan tactique, mais sur le plan mental, qu'est-ce que vous faites? Vous dosez l'entraînement, vous le poussez à bout, jusqu'au bout des bouts. Et à la fin de l'entraînement, le joueur n'est pas capable de rester debout. L'athlète n'est pas capable de rester debout. Voyez-vous, le jour où le papa de Usain Bolt
a assisté à une séance d'entraînement de son fils. Il a dit, arrêtez, je rentre avec mon enfant. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne faut pas avoir pitié du joueur. C'est là la préparation mentale. Vous jouez au handball, à partir d'un moment donné, à l'entraînement, vous faites sortir 2 joueurs. 5 contre 7. Et vous considérez que vous êtes dans une situation de match et 2 de vos joueurs écopent d'une sanction disciplinaire de 2 minutes ou même 2 joueurs ont eu carton rouge. Ils sont 5. Et il faut qu'ils jouent contre les 7 et qu'ils vous donnent la même satisfaction. Ça veut dire qu'à partir de cet instant où ils ont perdu 2 de leurs camarades, ils doivent se surpasser pour combler les espaces. Le déplacement, ça va plus vite. Ils doivent se surpasser pour aller vers les adversaires, monter sur le porteur du bal, tout en respectant la couverture défensive. On leur demande beaucoup plus de sacrifices. Ça se travaille, ce n'est pas le gris-gris qui le fait. Mais par contre, je peux vous dire que le gris-gris a un rôle à jouer et c'est un rôle purement et simplement psychologique. Satisfaction dit, bon, j'ai la garantie que plus rien ne peut m'arriver maintenant parce que j'ai une protection. Je suis protégé. Et à partir de cet instant, le joueur est relax. Et la relaxation, c'est extrêmement important. Et pour ça, vous avez une anecdote à nous raconter sur le Paris Saint-Germain. Mais cette anecdote-là, je ne l'ai pas inventée. C'est celui-là même qu'il a vécu, qu'il a dit sur les plateaux d'une chaîne de télévision française à un moment où Paris Saint-Germain avait joué contre Steaua de Bucarest. Ils ont gagné 3-1. Mais en alignant de façon indue un joueur qui avait écopé de plusieurs cartons jaunes successivement. Eux, ils ne savaient pas. Quand l'UEFA a découvert le poteau rose, on leur a donné match perdu, 0 but. Donc, ils ont 3 buts à remonter à domicile. L'entraîneur a décidé de faire appel à un de ses amis camerounais puisqu'il a entraîné les Lions indomptables à un moment donné. Il dit, mais tes marabouts là, tu peux les voir pour moi? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, un homme, c'est un homme qui soit blanc, jaune ou noir. Le gars a dit, je te reviens. Il a posé le problème au marabout et le marabout lui a dit, ah, c'est trop difficile ce que vous me demandez là. Mais je vais trouver la solution. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il dit, c'est toujours compliqué. Jusqu'au moment où il dit, maintenant c'est bon. Il a dit, vous allez gagner 5-0. Et il a dit, la minute à laquelle les 4e et 5e buts seront marqués. Et ça s'est passé exactement comme ça. Résultat, ce monsieur français, qui connaît la science de l'entraînement à la perfection, il est devenu consultant dans ce domaine auprès de ses collègues européens qui, chaque fois qu'ils se retrouvent dans des difficultés, lui font appel et lui fait appel au marabout. Voyez-vous? Mais ça ne les empêche pas de travailler dur, très dur. Je reviens sur le cas de l'athlétisme. Et j'ai dit tout à l'heure, que ce soit un athlète en individuel ou une équipe, c'est le travail sur la base des 4 déterminants de la performance que sont les qualités athlétiques, physiques, techniques, tactiques et mentales. Odile Aronwanou n'aurait jamais gagné les championnats d'Afrique d'heptathlon si elle n'y avait pas mis le mental. C'est au mental que Odile a dominé sa plus grande rivale, Mate Kuala du Burkina Faso. C'est extrêmement important. René Sabo, nous allons découvrir avec vous le classement de la Ligue 1 au terme de la 14e journée et les affiches de la prochaine journée. Oui, ben, il faut dire que du côté de la Ligue 1, les Buffles caracolent en tête avec 29 points, goal différentiel plus 13, suivi des Panthères, 24 points, goal différentiel plus 5, Tonnerre en 3e position, 23 points plus 5, Aspac 23 points plus 4. Dans le bas du tableau, nous avons Esae Soleil et AS Police qu'on retrouve avec 13 points moins 3 pour Esae, 10 points moins 12. Et la lanterne rouge, c'est AS Police, 4 points moins 22. Pour ce qui concerne les affiches, nous aurons du côté de Lokossa Parakou et René Pleven 3
chocs ce week-end. D'abord, du côté de Parakou, nous aurons le choc Buffle-Panthère. Ça serait samedi à 16h. Le derby septentrional. Vraiment, le vrai derby, puisqu'on constate que Panthère, la meilleure attaque, avec 17 buts marqués, et Buffle, la meilleure défense. Et Panthère, deuxième, Buffle est premier. Du côté de Lokossa, nous aurons Dynamo d'Abomey qui serait l'hôte de Tonnerre, une équipe très en forme de coachée par Youssoufou Moukaïla. Du côté de René Pleven, nous aurons vendredi déjà le choc JSP Aspac. Je veux dire Aspac JSP puisque JSP serait en déplacement. Il faut dire que Aspac est 4e au classement et JSP est 5e. Autre affiche, nous aurons du côté de Dangbo le samedi, Asvo qui affronte Jacques à Avrancourt. On l'a dit tout à l'heure, Avrancourt Omnisport reçoit ESAE qui effectue un déplacement difficile. Et du côté de Béké, nous aurons dimanche Soleil qui serait en déplacement face à l'équipe chère au président Francis Bian. Et parlant de la rencontre Avrancourt Omnisport ESAE, nous avons posé la question à Rachat Chitou, l'entraîneur de Avrancourt Omnisport et le capitaine de ESAE-FC, Marcel Dandinou. Comment compte-t-il aborder cette rencontre? Suivons-les. Oui, en difficulté, mais le championnat est ouvert pour tout le monde. Donc moi, je respecte toujours mes adversaires. Je n'ai pas encore joué ESAE, donc je ne ferai pas référence des matchs antérieurs de ESAE. Et c'est toujours bien qu'on sorte d'une victoire, et surtout que c'est à l'extérieur. Mais il ne faut pas dormir sur le laurier. On va continuer le travail pour que le match contre ESAE, on l'aborde dans la sérénité. D'abord, là-bas, tout le monde reçoit maintenant à Minstralité. Donc c'est un terrain synthétique et qui va nous permettre de bien circuler le ballon comme nous avons l'habitude de le faire. Et ce match, nous comptons l'aborder avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de motivation pour prendre les 3 points à Avrancourt. Je vous remercie. Rapidement, découvrons ce qui s'est passé lors de la 13e journée de la Ligue 2 du football du Bénin. Et Dynamique a battu la jeunesse sportive d'Agonli 2-1. Samedi, Espoir de Savalou a battu nettement Zazira. Espoir de Savalou a battu Zazira 3-0. L'AS Cotonou a pris le dessus sur la jeunesse sportive de Ouida 1-0. Dimanche, l'Estado a battu Requin 2-0. Cavalier de Niki a infligé sa première défaite de la saison à Real Sport de Parakou 2-0. Taneka de Nantitengu a battu sur le même score Delta de Grazoué. Et il faut dire qu'au classement de cette Ligue 2 de football du Bénin, l'AS Cotonou chipe la première place à Real Sport grâce à sa victoire et compte désormais 29 points, soit un de plus que le club paraquois. Et Rodio suit en 3e position avec 28 points. Et il faut dire en bas du classement, l'UNB est 15e avec 9 points. Entente avec le même nombre de points et Delta de Glazoué, 9 points, sont respectivement 16e et 17e. Les jeunesses sportives de Ouida et d'Agonli sont 18e et 19e au classement. Et pour le compte de la journée, de la prochaine journée, la 14e journée de cette Ligue 2 de football du Bénin, Zazira va accueillir à Kanké de Tchéti le samedi à 14 h sur le stade municipal de Parakou. La jeunesse sportive de Ouida accueille l'Estado à Ouida. Et au campus universitaire d'Abomey-Calavi, Mamba Noir fera face à Cavalier de Niki. Le dimanche, on a Real Sport Dynamique FC de Djougou à Parakou et entente de forces armées béninoises et Taneka au camp Guézo à 16 h ce dimanche. Et il faut dire qu'au niveau de la Ligue 2, le Real Sport de Parakou compte un match en moins pour le compte de cette saison. Donc, ça veut dire que l'AS Cotonou est leader provisoire de ce championnat. Bon, Real peut ne pas gagner ce match qu'il a en moins. Parce que c'est une équipe qui traverse en ce moment un problème particulier.
ils ont perdu l'un de leurs joueurs et les conditions, les circonstances du décès du jeune Oussou dont les obsèques ont eu lieu mercredi, ces circonstances ont déteint sur cette équipe dans son ensemble parce que c'était 2 joueurs de la même équipe qui étaient sur la même moto lorsque le drame est arrivé. Le second a vécu la mort en direct de son partenaire. Il a transmis sa peur, ses craintes à ses partenaires et l'équipe, c'est bizarre, c'est compliqué. Et c'est pour ça que toutes les équipes en Europe ont des psychologues. Dans le domaine sportif, toute association sportive doit disposer d'un psychologue. Ça, vous venez d'évoquer un pan très négatif de nos associations sportives au Bénin. Et nous allons consacrer une émission entière à ça pour parler du staff, les compositions des staffs techniques et médicales des équipes. Et même tous ceux qui disent que nous avons des kinés, dès qu'un joueur tombe là, s'ils doivent monter sur le terrain, c'est avec du pure water. On a vu ce qui s'est passé le dimanche dernier à Charles de Gaulle. Où tout le monde avait peur, si je ne m'exprime ainsi. Où le capitaine Maurice Rontondi de Béké qui a perdu connaissance à la suite de cette action de jeu à la 85e minute. René Sagbo, nous allons aborder à présent la page consacrée à l'instance fêtière des différentes fédérations sportives du Bénin. Je veux parler du CNOSB, le Comité national olympique et sportif du Bénin. Les activités de cette institution pour le compte de l'année 2019 ont été dévoilées au cours d'un point de presse animé hier à la Maison des fédérations sportives à Cotonou. Suivons le président Julien Minavoa pour plus d'explications. Plusieurs dossiers sont en train d'être finalisés pour être soumis à l'étude et à l'approbation des délégués à cette Assemblée générale qui aura lieu dans la première quinzaine du mois de mars. Il s'agit de programme d'activité de l'année 2019. Ce programme qui sera soumis aux délégués à l'Assemblée générale comprend 5 domaines d'action stratégique. Il s'agit notamment de la promotion des athlètes de l'élite, du renforcement des capacités et de l'élargissement de l'assiette des ressources humaines, de l'administration et du management du CNOS-BEN, de la promotion des valeurs olympiques et bien sûr de la préparation et de la participation des athlètes béninois aux compétitions majeures non prises en compte par la solidarité olympique. Le budget global de tous ces projets, toutes sources de financement confondues, s'élève à 704 317 500 francs CFA, disons répartis à 50,30% pour le comité olympique à travers le financement de la solidarité olympique et de 49,70% recherchés auprès de notre budget national. Les différents rapports d'activité à titre de 2017, au titre de 2017-2018, les nouveaux statuts du Comité national olympique et sportif béninois, le plan stratégique de développement du Comité olympique, le manuel de procédure du Comité olympique
la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le comité olympique, les fédérations sportives et les associations affiliées. Ce sont là les dossiers qui nous tiennent à cœur en ce moment. Et pour mener à bien son plan d'action, l'instance fêtière des fédérations sportives s'est renforcée en ressources humaines et pas les moindres. Et le secrétaire général du comité est ici, il va nous en parler de ces bras valides que le comité exécutif a commencé par utiliser depuis le 1er janvier 2019. Et en plus des bras valides, le comité national olympique a bénéficié du renouvellement de son parc informatique et grâce à la solidarité olympique. Suivant le président du CNOSBN, Julien Minavoa, et la trésorière générale Esther Agbotan-Odjo pour plus de précision. C'est un secret de polichinelle que le parc informatique du CNO est frappé de désuétude depuis un moment. Grâce à la bienveillante sollicitude de la solidarité olympique que nous remercions, nous ne cesserons jamais de remercier, ce parc vient d'être rénové. Le parc est composé de 4 ordinateurs portables, un ordinateur de bureau qui est déjà installé en bas, un écran, un vidéoprojecteur, deux imprimantes multifonctions, USB, 2 Tera, un routeur qui est déjà installé en bas, et puis un onduleur et un appareil photo numérique. C'est donc la solidarité olympique qui a pu mettre à notre disposition ce nouvel équipement d'une valeur globale de 15 000 $. Prenez ça, un programme ambitieux, j'allais dire, pour le compte de cette année 2019 au niveau de la maison mère des disciplines sportives au Bénin. Programme ambitieux, mais qui ne surprend pas lorsque vous avez à la tête de cette institution un certain Julien Minavoa qui, depuis déjà 2 mandats, fait les beaux jours du sport béninois. Ça, on ne va pas revenir sur le bilan. Et déjà depuis 2 ans, vous avez vu ce que le Comité national olympique et sportif béninois a apporté sur l'échiquier du sport béninois en général. Et la sortie médiatique qui est, moi je l'ai saluée simplement parce que le Comité national olympique et sportif béninois donne l'exemple aux associations en général et aux fédérations en particulier. Parce que vous avez vu, lors de sa sortie, le président a déjà annoncé une assemblée générale très prochainement pour, bien sûr, valider le rapport d'activité, le bilan, le budget dont le montant a été annoncé. Et plus de 700 millions de francs CFA. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, 2 annonces intéressantes. Le recrutement de 2 internationaux qui ont fait les beaux jours du sport béninois et de l'athlétisme en général. Et ensuite, le comité olympique qui a été doté par la solidarité olympique de matériel d'environ 15 000 €. Donc, vous voyez bien que les choses se font dans les normes au niveau de ces structures. Et je dis, les associations doivent suivre, aller régulièrement aux assemblées générales et suivre les activités statutaires au niveau de ces structures. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup salué, en attendant, bien sûr, et que les délégués au niveau de l'Assemblée générale annoncée dans les semaines à venir puissent s'exprimer sur le projet de rapport d'activité et le budget qui leur serait soumis. Voilà. Le Comité national olympique s'engage résolument dans la modernisation avec notamment la
révision de ces tests et également un plan de développement que le comité va mettre désormais en œuvre et pour avoir les mains libres pour conduire ce programme, vous allez en assemblée générale. Absolument, il faut dire, puisqu'on nous fait signe que le temps est parti, je vais insister juste sur quelques points et faire comprendre à nos amis téléspectateurs que le Comité national olympique et sportif béninois a abordé tous les aspects stratégiques du développement du sport au plan national, en commençant par l'aide à l'élite sportive nationale à travers l'octroi des bourses aux athlètes. Ceux qui n'ont pas pu obtenir des bourses olympiques, on va travailler pour qu'ils obtiennent au moins des subventions au niveau de la solidarité olympique, au niveau de l'ACNOA, pour continuer à préparer leur qualification, parce que l'objectif de tout athlète, c'est de participer aux Jeux olympiques. C'est extrêmement important. Il y a la formation des entraîneurs, les bourses qu'on octroie aux entraîneurs, les formations d'entraîneurs niveau 1, niveau 2, l'envoi d'entraîneurs à l'extérieur, notamment au Canada, au Paysac, en Suisse, etc., pour leur formation. Les problèmes de formation également des administrateurs, si tout va bien, à partir de la fin du mois de mars, il y aura la deuxième édition des cours avancés en management des sports. C'est dédié à tous les responsables de toutes les fédérations sportives de notre pays. Il y aura, comment dirais-je, le volet concernant l'éducation olympique. Il y a le volet concernant l'égalité des sexes dans le domaine du sport. Il y a surtout le volet concernant la participation aux compétitions majeures dont le financement n'est pas assuré par la solidarité olympique. Et c'est justement à ce niveau que nous avons fait appel à l'aide de l'État qui, si tout va bien, doit pouvoir financer la participation de notre pays aux Jeux africains de plage qui auront lieu en juin prochain à Salles, au Cap-Vert. Il y aura les Jeux mondiaux de plage. Il y aura surtout les Jeux africains Maroc 2019 qui sont qualificatifs pour les Jeux olympiques de 2020. Vous voyez, c'est extrêmement important. Et depuis le 1er janvier 2016, le CNOSB n'avait plus de personnel administratif. Parce que tout le personnel mis à sa disposition en 1985 par l'État béninois avait fait 30 ans de service et ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc, le boulot administratif, c'est le président, le secrétaire général et la trésorière générale qui se tapaient ce boulot-là, comme s'ils étaient des fonctionnaires. Et contre 0 franc. Parce qu'aucune disposition réglementaire statutaire ne permettait de leur donner 5 francs en matière d'aide à la communication ou d'aide au déplacement. Parce que les tests de la solidarité olympique sont formels là-dessus. Pour régler tous ces problèmes-là, il faut doter le Comité national olympique et sportif béninois d'un plan stratégique de développement, d'un manuel de procédure. Il faut entre-temps, compte tenu de tous les remous qu'on a observés à l'occasion des dernières élections de mars 2017, il faut retoucher les tests. Mais la volonté de retoucher les tests n'a pas commencé en 2017, ça a commencé en juin 2015 et c'est des va-et-vient entre la solidarité olympique, le CIO et sa, comment dirais-je, et son service juridique. Et ce travail a abouti en 2018. Donc, nous sommes à l'avant-dernière étape qui est de soumettre à l'approbation les nouveaux statuts révisés. Mais j'avoue que nous avons déjà commencé à utiliser quelques aspects. Sinon, jusque-là, on disait CNOSB. Et ça finit. Mais il y a un peu de confusion avec le CNOSB du Burkina Faso, le CNOSB du Burundi, etc. Les 3 lettres qui définissent le Bénin au plan international, c'est BEN. Donc, CNOS, BEN, c'est ce que
nous avons adopté désormais et il va falloir que cela soit entériné en Assemblée générale. Il y aura une convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le CNOSBN, les fédérations sportives et les associations, et cela doit figurer dans les tests. Tous ces documents seront adoptés en Assemblée générale. Mais à partir dans quelques jours, l'Assemblée générale sera convoquée en bonne et due forme. Les différents documents seront envoyés à dose homéopathique aux différentes fédérations pour qu'elles commencent à travailler là-dessus. Exactement. L'objectif, c'est quoi? Parce que quand vous allez aux assemblées générales, dans les instances fêtières du sport au plan mondial, vous avez des programmes démentiels, mais les assemblées générales ne dépassent jamais 2 heures. Jamais au grand jamais. Parce que les documents sont déjà suffisamment mâchés, on vous les envoie suffisamment à temps, vous les lisez, vous les relisez, vous les corrigez, vous faites vos observations, vous envoyez vos amendements. Les 10 amendements sont introduits dans les tests et c'est les tests propres qui sont à mener en Assemblée générale et on les applaudit tout simplement. C'est cette démarche que nous allons adopter. Parlez-nous un peu de ces 2 anciennes internationales béninoises qui ont intégré l'administration du CNOSB. Il s'agit d'un exploit entre griffes que nous venons de réaliser puisque c'est la solidarité olympique qui paye pour 2 ans renouvelables les salaires de Gloria Kousiwede, recrutée comme chef projet. Gloria Kousiwede, c'est tout simplement l'ancienne championne du Bénin des 50 mètres nage libre qui a participé à 2 Jeux olympiques d'affilée, les Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et de Beijing en 2008. Elle est titulaire d'un master exécutif en management des organisations sportives, donc bien outillée pour faire le boulot. Et alors, Isabelle Kwete, pour ceux qui ont connu cette dame, a été la coqueluche de l'athlétisme dans notre pays. C'est grâce à elle que Félicité Bada a eu une belle succession parce que c'est elle qui a récupéré et amélioré les records établis par Bada Félicité aux 100 et aux 200 mètres. Elle a fait 3 Jeux olympiques. Sa dernière participation aux Jeux olympiques remonte aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Mais avant 2000, elle était aux Jeux d'Atlanta en 1996 et avant Atlanta, elle était aux Jeux de Barcelone en 1992. C'est vous dire donc que cette grande dame est désormais l'assistante administrative chargée de l'accueil au Comité national olympique et sportif béninois. Non seulement le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, nourrit d'ambitieux, je vais dire, rêves pour le développement du sport au Bénin, mais promeut également ses valeurs sportives à travers l'intégration de ces 2 grandes dames à l'administration de l'instance. Et il faut préciser que ça fait partie des cahiers de charges des différentes fédérations. Les sportifs aujourd'hui, dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique, l'après période des compétitions, l'après-carrière est problématique. Donc il faut gérer ça. C'est notre manière de le faire. Autres dispositions seront prises pour que des sportifs qui sont dans l'indigence puissent pouffer un ouf de soulagement. Et René Zago, un mot sur cette actualité, parce que le comité olympique vient de faire ce qui se passe, comme l'a dit le secrétaire général, à travers le monde, l'intégration des anciens sportifs à la gestion des associations. Ben, au risque de me répéter, je l'avais déjà dit tout à l'heure, que je salue l'initiative parce que le choix a été porté sur 2 anciennes sportives. Et je dis, il faut applaudir M. Julien Minavoie et tout son comité exécutif. Parce que rien ne les obligeait à aller sur ce terrain. Mais je pense que, comme l'a dit M. Fernando, c'est une manière d'assurer la réintégration
Et comme je l'ai aussi dit tout à l'heure, il faut que les associations en général et les fédérations sportives aillent à cette école pour qu'on puisse savoir les sportifs au niveau des entités sportives, les comités exécutifs et pourquoi pas les autres structures au niveau des fédérations. Cela ne permettra que à ces anciens de pouvoir mettre leur expérience à la disposition de ces structures pour le bonheur de nos disciplines sportives. Voilà. Dernière actualité pour boucler cette émission, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019 se déroule depuis le samedi dernier du côté de Niamey et de Maradi. Et hier, le Sénégal a obtenu son billet pour les demi-finales. Le Sénégal a battu lors de sa deuxième sortie dans cette compétition le Ghana, l'autre favori du groupe B, 2-0. Les Lionceaux du Sénégal sont également qualifiés pour la Coupe du Monde Pologne 2019 qui va se dérouler du 23 mai au 15 juin prochain. La joie des Sénégalais est contrastée par la déception des étalons juniors du Burkina Faso qui sortent de la compétition après une deuxième défaite en 2 sorties. Ils ont été battus par les Aiglons du Mali 1-0. Il faut simplement dire que la dernière journée dans le groupe B va offrir une finale entre le Mali qui a 3 points et le Ghana qui compte le même nombre de points. Et il faut dire que le match du Burkina comptera pour du beurre. La compétition est au repos ce jour et va se poursuivre demain 8 février 2019. Et ce sera tout pour le compte de cette émission. Et il y a d'autres informations que nous n'avons pas abordées au cours de ce numéro, mais nous reviendrons notamment sur le championnat national de gymnastique qui s'est déroulé le 2 février dernier et le championnat de baby-foot, la première édition qui s'est déroulée également le week-end écoulé dans nos prochaines émissions. Merci à vous et sportivement.